Tous les hommes On est n'habitent pas loin. le monde de la même façon. Votre roman aux éditions de l'Olivier a donc obtenu le prix Goncourt et j'imagine que c'est, je ne sais pas moi, une forme d'aboutissement pour le romancier que vous êtes. C'est un cadeau fait par un jury qui a bien voulu choisir ce livre, mais il n'y a pas d'aboutissement. La vie, il n'y a jamais un aboutissement. Le seul aboutissement que je connaisse à la vie, il est malheureusement très triste. Ça, c'est une étape, c'est un moment, c'est un moment beaucoup plus heureux que d'autres, mais ça continue, la vie continue de la même façon, j'espère. J'ai lu que vous aviez décidé de devenir romancier pour être libre. Jean-Paul Dubois, c'est vrai? Ben oui, c'est-à-dire j'ai fait le décompte de ce que prenaient les métiers en général dans une vie, si on additionne le sommeil, le temps de transport, le temps de travail, le retour, les choses obligatoires à faire dans une vie, je me suis aperçu qu'on me laissait à peu près même pas le quart d'une journée pour moi. C'est dérisoire, même pas ce que je dis, le quart d'une journée, le cinquième d'une journée. Et je me suis dit, gamin, c'est pas possible. L'imminence existe, la mort peut arriver à chaque instant. Le jeu s'arrêtait, donc je vais calculer quels sont les métiers les moins voraces. Alors il y avait le journalisme, dans tout ce que j'ai essayé, le journalisme qui est un métier relativement cool, qui laisse pas mal de temps de libre si on sait se débrouiller. Et après, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de plus cool que le journalisme? Il y a les livres. Et je me suis dit, voilà, ça c'est un métier parfait. Je sais le faire parce qu'il n'y a pas de diplôme requis. C'est un travail qui s'apprend comme ça. Et je me suis mis à faire des livres en ayant toujours l'idée d'acheter mon temps, de racheter mon temps, que personne d'autre en soit propriétaire que moi. Non qu'il soit précieux, mais j'entends le gaspiller à ma façon, comme j'ai envie de le faire. Donc je me suis mis à écrire des livres, qui est une activité plutôt sympathique, et qui surtout, après, vous libère une vie pour faire tout un tas de choses qui valent la peine, quoi. Mais alors pour autant, et dans votre roman Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, Paul Hansen, le personnage principal, est en prison. C'est lui qui le partage avec un Hells Angels. Donc votre liberté a été d'essayer d'envisager ce que cela faisait d'être justement emprisonné 2 ans pour une raison qu'on ne comprend pas immédiatement et qu'on apprend uniquement à la fin de votre roman, Jean-Paul Dubois. Je vais peut-être vous décevoir, mais moi je pense que... Enfin, je vais peser les bêtises que je vais dire, mais je pense que dans le cas du narrateur, le fait d'être en prison est une forme de liberté incroyable. Parce que c'est dans la prison que vous vous autorisez... D'abord, vous avez le temps de réfléchir à tout un tas de choses. Je dis bien dans le cas du narrateur. Je ne parle pas d'un type de toute la misère qu'il peut y avoir dans les prisons. Là, c'est presque un cas de luxe. Parce que c'est quand même un type que rien ne prédestine à la prison. Donc ces 2 années vont lui permettre de reconsidérer le monde, de reconsidérer sa vie, de reconsidérer ses souvenirs, de vivre avec ses morts, de vivre ce passé, de comprendre tout un tas de choses. Et c'est une forme, la prison, c'est une forme d'évasion de la véritable vie, dans mon idée. C'est-à-dire que souvent, quand ça ne va pas, je me dis, putain, si j'étais en tôle ou si j'étais dans un hôpital psychiatrique, je remettrais tout d'équerre, quoi. J'ai l'impression que, pour un temps, bien sûr, et sans faire le malin, hein, c'est un moment où les idées doivent se remettre en place, quoi. Et est-ce que vous voudriez partager votre cellule avec un Hells Angels? Non, si je dis ça, c'est parce que toujours dans votre roman, ce personnage, Paul Hansen, qui a effectivement, a priori, on ne comprend pas très bien ce qu'il fait en prison. Le Hells Angels, on comprend mieux. Est-ce que c'est un compagnon de cellule qui est, d'après vous, enviable? Ouais, pour moi, oui, mais je ne le recommanderais pas à n'importe qui. Mais c'est un type qui a une vision du monde extrêmement simple, qui tourne autour d'éléments symboliques comme la moto, qui est atteint de phobie capillaire, qui s'évanouit quand on lui coupe les cheveux. C'est un mélange de contraires. C'est un type brutal, rustre et à la fois qui s'habille en dimanché quand sa mère vient lui rendre visite. Donc c'est quelqu'un d'éminemment touchant. Moi 2 ans avec lui, je signe. Je préfère un type comme ça. En plus, comme
c'est un homme et demi et que la prison, l'univers carcéral est un truc assez rugueux, vivre avec un homme et demi vous préserve d'un certain nombre de choses, quoi. Et il a une passion pour les motos, vous dites alors plus précisément pour les Harley-Davidson et pour les Fat Boy, qui sont un type d'Harley-Davidson, pour une forme d'amour de la liberté, si on considère, comme on peut le considérer à mon avis assez aisément, que les motos et même les voitures peuvent être un instrument de liberté, Jean-Paul Dubois. Non, je pense que c'est sa culture, que la Harley-Davidson appartient au monde, à ce monde-là, quoi, un monde un peu voyou, un monde de bars, de trucs de striptease. À Montréal, il y a eu ça à une époque, c'était un univers de délinquants, quoi. Il y avait beaucoup, beaucoup de délinquants dans ce monde-là, et la moto faisait partie de la panoplie, quoi. C'est un truc... mais il aime ça en tant qu'objet, comme un enfant peut aimer un objet, parce qu'il a des côtés assez puérils, ce partenaire de cellule. Et la moto, c'est une forme aboutie de la vie pour lui. Mais votre livre est parsemé de références automobiles, mécaniques. Ça va de la DS-19 à la NSU Euro 80. Alors, on ne va pas embêter les auditeurs. Vous avez tort, parce que c'est intéressant. Alors, moi, j'aime beaucoup les NSU Euro 80, puisque... Alors, on va les embêter en leur disant, et là, ils vont apprendre quelque chose, que ce sont des voitures à moteur rotatif. Inventé par M. Wankel, qui avait la particularité d'être à l'époque totalement novatrices, mais qui ont malheureusement causé la perte de NSU qui a vu sa voiture disparaître. Mais c'était un concept, c'était une idée du monde moderne, voilà. Abandonner le piston classique pour le piston rotatif. C'était, pour certaines personnes, c'était l'idée de la modernité. C'est toujours un truc qui marche sur des idées. Mais justement, dans ce livre, comme il est question d'échec, puisque Paul Hansen, votre personnage principal, est un homme qui échoue de différentes manières. Il échoue aussi en prison. Et les deux voitures dont vous parlez principalement, la DS-19, la première est une voiture qui va échouer sur un arbre. Celle-ci, la deuxième est une voiture qui ne marche pas, cette NSU Euro 80. Et donc, c'est une métaphore de la modernité qui ne marche pas ou qui se termine mal, puisque... Je pense que tout se termine mal. Les voitures ont la partie... Tout ce qui est mécanique se termine mal, obligatoirement. Et les personnages qui traversent le livre finissent à peu près de la même façon que les voitures. C'est-à-dire il y a une symétrie entre les choses et les hommes. Il y a un cycle. Et ce cycle est malheureusement toujours défavorable aux hommes comme aux machines. Et ils ont des destins à peu près similaires. La déesse apporte la mort. C'était dans les films de Cocteau. Ah non, c'était les tractions avant, je vous dis des bêtises. Dans les films de Cocteau, la mort arrivait toujours en traction avant. Non, la DS-19 a même sauvé la vie de mon général. Bon, ça peut préserver la vie aussi, une DS. Comme je crains d'être un peu plus vieux que vous, il y avait une grande polémique à l'époque sur les toits en plexiglas des DS-19 qui, en cas de choc, explosaient et provoquaient la mort des passagers parce qu'il n'y avait pas de ceinture à l'époque. Donc, et puis il y avait surtout le petit frein qui n'était pas une pédale mais qui était un bouton sur lequel... Ce sont des voitures... Petits champignons en plastique. Voilà. Ce sont des voitures qui faisait peur, quoi. Donc il y a toujours quelque chose de... Moi j'aime bien ce côté-là, quoi. Le côté... Une voiture, ça n'a aucun intérêt, mais une voiture, à partir du moment où on lui prête des sentiments, des valeurs, des innovations, des trucs comme ça, c'est intéressant. Il y a l'histoire aussi des Pinto dans le livre. Alors il faut rappeler, en quoi les Ford Pinto ont été un scandale particulier. Ben parce qu'en cas de choc, elles prenaient feu. Voilà. Et le fabricant, qui était au courant de ça, a pendant 5 ans calculé sur une étude interne que ça coûtait moins cher de dédommager les familles des victimes que de refaire toute la chaîne pour changer le positionnement du réservoir arrière de la Pinto.
la tôle était trop mince, elle Voilà. explosait en cas de choc. Et cette Pinto, vous l'utilisez dans votre roman Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, comme une sorte de métaphore du capitalisme le plus cynique, parce que votre personnage principal, Paul Hansen, est superintendant d'un immeuble, un grand immeuble d'habitation avec une piscine. Et c'est un homme bon, et cet homme bon est un jour confronté à un administrateur extrêmement cynique qui va lui rendre la vie impossible, Jean-Paul Dubois. Ah, je sais pas qu'il il n'est pas vraiment cynique, c'est un administrateur du monde moderne, quoi, qui rationalise, qui n'a rien à foutre de l'histoire, qui n'a rien à faire des sentiments que peut créer, qui peuvent se créer à l'intérieur de l'immeuble, des relations humaines tissées sur le temps, sur la longueur. Et lui va rationaliser. C'est un cost killer, ce mec. C'est une espèce qui émerge pas d'un capitalisme forcené, mais d'un capitalisme tout court. À un moment donné, le capitalisme, il va vouloir rationaliser les coûts. C'est dans son essence, c'est dans sa nature. Donc il y a un salopard qui arrive et qui va couper des têtes, couper des vies, couper des habitudes, couper des relations humaines, parce que ça ne sert à rien et que ça coûte cher et que dans un immeuble, finalement, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Et tout va basculer. C'est la fin d'un monde qui va basculer et la naissance d'un autre qui va dérégler tous les liens sociaux qu'il y avait à l'intérieur de ce petit immeuble de 68 appartements. Oui, et c'est d'ailleurs juste la phrase que vous venez de dire, elle renvoie à la phrase de Marx sur l'eau glacée du calcul égoïste. On a l'impression que Exactement. cet homme est confronté à sa piscine. Le superintendant a une sorte de vrai problème dans la vie, c'est sa piscine. Et alors même qu'il se donne énormément de mal pour que l'eau de la piscine soit que son pH, que la chimie de l'eau soit respectée, eh bien, cet administrateur va tout mettre par terre. Mais sans le vouloir, il faut savoir que les administrateurs là, de ce genre d'immeuble, dans leur contrat, ont très souvent en Amérique du Nord l'obligation, enfin l'interdiction de se baigner dans leur propre piscine, alors que c'est leur eau. C'est une eau commune, c'est une eau qui appartient à l'immeuble, mais tout l'immeuble a le droit de se baigner, sauf eux. Parfois, c'est pas dans tous les cas, mais ça veut dire que l'homme qui travaille, qui fait son eau, comme on fait son pain, lui n'a pas le droit de pénétrer dans cette eau. Et c'est une forme de mépris qui est assez phénoménale, quoi, que cet homme-là soit interdit. Et lui va accepter pendant longtemps cette règle absurde, cette règle capitaliste de domination. Et puis un jour, tout ça va basculer. Tout ça va basculer pour des petits détails, comme toujours. C'est jamais sur des éléments fondamentaux que se font les révoltes ou les révolutions. C'est une connerie. Le type va dire un mot de trop, va faire un mot de trop, et va prononcer un mot de trop, et il va être à deux doigts d'y laisser la vie, quoi. Et je trouve ça très juste. Ça fait un bien. Quand vous écrivez un Léon comme ça et que vous arrivez à ce passage-là, c'est absolument extraordinaire. Et quand il nage et qu'il revient dans sa piscine devant le nouvel administrateur qui nage sous l'eau et qu'il sent que c'est son eau. Voilà, il se baigne dans son eau. C'est un bonheur quand vous. Alors, non seulement je l'ai écrit, mais en plus je l'ai filmé en même temps mentalement. Et j'aurais passé des heures sur ce passage. C'est un plaisir, quoi. C'est un plaisir de gosse aussi, hein. Et il y a l'humanité de cet homme qui se baigne dans son eau, et puis on lui reproche aussi d'avoir laissé son chien, parce qu'il a un chien. Il y a quelques personnages qui lui sont chers, dont son chien, et ce chien passe dans le pédiluve. Et l'administrateur le lui reproche, ce qui est là aussi, dans ce contexte-là, une sorte de vrai arrache-cœur, Jean-Paul Dubois. Oui, c'est plus que le geste, c'est le ton, c'est la manière dont il lui dit ça, dont il le traite. Ce sont des choses qui ne sont pas acceptables. Ça. Je veux dire, c'est une forme d'inhumanité sociale qu'on vit tous les jours, mais qui n'est pas acceptable. C'est-à-dire qu'il y a des règles violentes, absurdes, méprisantes, où des gens qui font des trucs formidables se voient exclus de leur propre monde.
Voilà, au prétexte qu'ils n'ont pas eu le capital suffisant pour s'acheter un immeuble et voter des lois qui vont faire chier un administrateur. Voilà. Et cette façon de se révolter, ce moment de révolte, je trouve que c'est un truc infiniment sain et normal, quoi. Il n'y a rien de... Ça veut dire aussi que c'est un roman sur le pétage de plomb, Jean-Paul Dubois? Non, c'est pas un pétage de plomb, c'est une réaction, c'est un truc normal. C'est à un moment donné, il y a un truc qui vous ulcère et vous grattez, quoi. C'est sain, c'est une réaction normale. C'est pas un pétage de plomb. C'est salubre, c'est salutaire, je veux dire. C'est une réaction salutaire. C'est politique parce que il y a cette dimension de critique de la rationalisation des êtres et des vies. Il y a aussi une peinture de la prison qui montre à quel point cet univers est terriblement désespérant. Moi, je pense que toutes les histoires que j'ai faites, très modestement, ont une position politique dans la mesure où c'est comme Godard, on choisit son point de vue, quoi. Moi, dans l'histoire que je raconte, quand je suis le narrateur est toujours le type qui n'a pas de pouvoir, qui n'en veut pas, mais qui supporte pas que les autres en aient sur lui. Voilà. Donc on se place toujours du côté des gens qui subissent quelque chose. Le problème est de savoir comment on va en sortir, quelle méthode on va utiliser pour en sortir et jusqu'où on va aller. Et moi, je me place toujours de ce point de vue-là. Alors là, oui, c'est politique et je choisis mon camp. Comme Ken Loach, je ne suis pas le Ken Loach de la littérature, loin de là, mais les films de Ken Loach sont des films qui sont formidables et qui sont politiques et il choisit son camp. Et moi, ça ne me gêne pas de le dire, quoi. C'est un truc où je me sens tout à fait à l'aise. Ouais. Je préfère être Vous savez que cet homme existe en plus. Hein. Oui, parce qu'en fait, vous l'avez rencontré à Montréal, puisque l'action... Je l'ai rencontré à Montréal. C'est l'administrateur qui a sauvé la vie de ma belle-mère, qui était malade à l'époque et qui allait dans les rues le soir à 22h ou 23h par des températures de moins 30 et qui l'a ramenée. Donc cette dame que vous décrivez dans... Et ce monsieur, je lui ai demandé l'autorisation de m'inspirer des moments de sa vie comme ça. Et vous ne pouvez pas savoir le plaisir que ça lui a fait. Simplement parce que je lui ai dit, voilà, est-ce que tu m'autorises à raconter ces moments-là qui sont des moments inoubliables pour moi, parce qu'il y en a plein d'autres. Tout ce qui a trait à l'aide, à la communauté d'aide dans l'immeuble, c'est un truc qu'il fait, tout est vrai, les détails. Donc, moi, je me sens parfaitement à l'aise avec lui. Et je suis avec lui dans cette lutte contre l'administrateur, quoi, devant le cost killer, qui n'a rien à faire là. Il ne sert à rien. Le problème, c'est que si on supprime le cost killer, l'immeuble continue à fonctionner merveilleusement avec des gens qui ont appris à s'aimer pendant 20 ans ou 25 ans, et arrive un seul type qui va faire exploser tous les liens qui unissaient tous ces gens. C'est-à-dire, c'est la fin d'un... C'est pas une image, c'est une réalité, ça. C'est une réalité que vous pouvez multiplier dans des dizaines et des centaines et des milliers de secteurs d'activité qui se sont habitués. C'est terrible de faire travailler des hommes entre eux. C'est abominable. Parce que le salariat, tout ça, c'est une forme d'esclavage moderne. C'est quand même des gens dont on achète le temps, qu'on oblige à travailler avec une hiérarchie. Mais ces gens arrivent au fil d'un nombre d'efforts colossaux à s'aider, à s'entraider, à cohabiter. Et arrive tout d'un coup une nouvelle mode sociale. Et 2 ou 3 types arrivent à tout foutre, à foutre cette harmonie en l'air. Et je trouve ça infiniment dur, quoi, infiniment inacceptable. Voilà. Et la prison, dans tout cela, la manière dont vous expliquez aussi à quel point elle digère les hommes. C'est une horreur, c'est un truc. Moi, j'ai été dans des prisons comme ça, dans des prisons nord-américaines, c'est monstrueux, quoi. C'est des trucs. Les prisons françaises ne valent pas mieux, c'est pas ça, mais vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi, là. Physiquement, il y a un truc qui ne va pas. C'est même pas l'enfermement, c'est plus que ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je me souviens, j'étais allé à Saint-Quentin, j'étais allé aux États-Unis, Saint-Quentin. Ouais, aux États-Unis. J'ai fait que j'ai fait toutes les prisons du sud, de la Louisiane, Alabama, Mississippi, Floride, où la peine de mort, où on exécutait des gens. Je suis allé dans ces prisons, et chaque fois que vous rentrez là-dedans, vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi.
c'est idiot de dire ça, mais ça dépasse, je vous dis, l'enfermement. Il y a je ne sais pas comment vous dire. Je ne veux pas que vous l'interprétiez mal, mais je ressens la même chose quand je vais dans un centre de SPA, où vous avez tous ces chiens qui sont... Je ne fais pas aucune comparaison entre les hommes et les chiens, mais vous sentez qu'il y a du malheur là-dedans, qu'il y a une douleur, une souffrance, c'est palpable, c'est un truc, il y a l'odeur, il y a le bruit, il y a la tension, il y a quelque chose qui n'est pas normal, qu'on ne peut pas vivre comme ça. Et dans les prisons, j'ai toujours ressenti cette même chose, cette douleur, quoi. Au-delà des cris, de la violence, tout ce qu'on peut raconter, il y a quelque chose d'inacceptable. Voilà. Et dans la position... J'ai essayé que ces deux hommes, justement, à l'intérieur de ce truc qui est infect, arrivent à recréer, à se fabriquer un petit monde à eux, où l'un coupe les cheveux à l'autre, où l'un défèque devant lui, parce qu'on ne peut pas faire autrement, et qu'on va essayer de faire ça de façon humaine, aussi impossible que ça puisse paraître. On va chier l'un devant l'autre, tous les jours, pendant 2 ans. C'est impensable. Eh ben, voilà, ils sont arrivés à créer suffisamment d'humanité pour fabriquer une tolérance, pour accepter des moments comme ça, pour que leur vie devienne possible et se témoigner même de l'attention, de l'affection. Et à la fin, il y a au bout de 2 ans, je ne sais pas si vous voyez dans le livre, mais il y a de l'affection qui s'est tissée entre ces deux hommes, et celui qui reste est presque beaucoup plus ému que celui qui part. Et puis il y a les morts qui occupent une place extrêmement importante dans ce roman, Jean-Paul Dubois, parce qu'il y a une conversation avec les morts, une manière de se remémorer les morts, de les voir ici présents dans Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, le livre qui vaut le prix Goncourt, Jean-Paul Dubois. Il y a quasiment plus de présence des morts que des vivants parfois. Comme dans la vie. Comme dans la vie, c'est pareil. Moi, je vis avec beaucoup de morts parce que j'ai besoin d'eux. Pardon. Parce que le souvenir est là, parce que c'est comme ça. Il y a le souvenir des parents de Paul Hansen, de la femme qu'il a aimée, de son chien, dont il apprend la disparition également, et les dialogues qu'il a avec ses différents protagonistes, ou la manière qu'il a de se les remémorer. Pareil, comme dans la vie. Pour moi, il y a très peu de différence. Je pense que les morts que je porte en moi, ou avec lesquels je vis, ils me sont indispensables, quoi. Ils me fabriquent. Ils m'ont fabriqué, ils me fabriquent encore. Pardon. Ça fait partie d'une vie, ça fait partie c'est indispensable, c'est indispensable. Mes chiens m'accompagnent. Tous les chiens que j'ai eus dans ma vie, ils sont là. Mes parents m'accompagnent, les gens que j'ai aimés qui sont morts sont là, ils sont dans les livres. Je les remercie à la fin des livres, au début des livres, je veux dire, tous. Je les remercie au début, quand je suis arrivé chez les Goncourt. La première chose que j'ai faite, c'est de parler de 2 personnes qui sont mortes cette année et que j'aime. Je peux vous demander qui ? Oui, Virginie Petracco et Vincent Landel, qui ont été des gens qui ont été très importants dans ma vie et mon travail. Et voilà, et j'étais content qu'ils soient là avec moi. C'est pas des mots en l'air, ça, c'est des trucs vrais. Je vis avec eux. Je vis avec la montre de mon père. Non, mais voilà. Elle est là, j'en ai une à moi, et quand je fais un truc important, je mets sa montre. Parce que je sais que voilà, ça fait partie de l'hommage. Même si j'étais pas d'accord avec mon père, si on s'est engueulé toute une vie, je sais ce que je dois. Et c'est capital. Donc les morts, moi, je fais pas une grosse différence entre les vivants et les morts. Je suis jamais allé sur le site, je suis dû aller une fois sur la tombe de mes parents, enfin sur la tombe de mon père. Ça n'a aucune importance. Mon père il est dans mon bureau.
J'ai sa caméra Bayer Bolex 16 mm est à côté de moi. Elle ne me quitte pas. J'ai sa montre. J'ai sa caisse à outils. J'ai tout. J'ai tout. Mon père, il vit avec moi. Tout le premier étage est plein des livres qu'il a écrits et que j'ai jamais lus, qui sont là. Donc ça fait partie de la vie. Donc je les mets dans les livres. Parce que Sur quoi il écrivait, votre père? Je sais pas, des pièces de théâtre, des romans, des trucs comme ça. Il faisait ça pour lui, pour son plaisir. Et voilà, donc je sais que si peut-être j'en fais aujourd'hui, à mon tour, c'est qu'il a eu Mon père me récitait des alexandrins comme pour déconner, comme ça. Charles le Roi, notre empereur Magne, s'étant tout plein est resté en Espagne. J'ai entendu ça, je sais pas. Puis ça sortait comme ça, mais sans se prendre au sérieux. Ça faisait partie des conneries qu'il avait envie de me dire à 5 ans ou 6 ans. Et c'est resté dans l'oreille, j'ai jamais oublié. J'ai des trucs... Voilà, donc ça fait... Je peux pas vous expliquer ça. Je le porte en moi, quoi. Je porte tous ces gens en moi. Non, mais quand on vous lit, on vous croit. Enfin, je veux dire... Quand oui. on ça lit ce roman... Ils sont là, ils ont fait tous mes livres. Ils ont été dans tous mes livres. Ils sont souvent à l'origine de mes livres. Famille ou proches. Voilà. Et ça, pour moi, c'est indispensable. Un livre que de vivants, il faut que... Comme la mort est présente d'une manière incroyable dans nos vies, je trouve que ça serait indécent de l'écarter des livres. Comme on écarte les scènes d'amour dans le cinéma américain dans les années 50. Mais alors, c'est très étrange parce qu'il y a tout de vous dans ce livre, et à la fois, quand on ne vous connaît pas et qu'on lit les choses sur vous qui avez choisi la liberté en écrivant, vous qui avez une technique d'écriture extrêmement réglée, d'après ce que j'ai compris, Ouais. on se dit que vous faites les choses de manière très... mécanique. Il y a d'immenses écrivains qui faisaient les choses de manière mécanique, hein, mais en fait pas du tout. C'est comment vous dire, le fond, et sans faire de mots, vient de la vase que chacun porte en soi. Le fond de tout vient de cette vase-là. Moi, je porte la vase à longueur de temps. Et ensuite, la façon dont je travaille est liée à mon ancien métier, c'est-à-dire que quand vous êtes journaliste et que vous êtes tenu d'écrire à heure fixe des longueurs de longs articles pour le Nouvel Observateur, j'ai fait ça pendant 30 ans, donc il y a des règles de travail. Vous devez bien écrire, vous devez écrire dans les délais, dans la longueur, respecter la réalité, respecter les faits. Enfin, c'est très contraignant. Un bouquin, c'est du gâteau à côté. Moi, quand je m'assois à mon bureau le 1er mars, je me dis, bon, il faut faire un livre. Je sais que le 31, il sera bouclé parce que j'ai aucune contrainte. La seule contrainte que j'ai, c'est ce que je vais raconter de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai absorbé pendant 30, 40 ans, 50 ans de ma vie. Voilà, c'est tout. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi d'écrire un livre que d'écrire un article. Et donc, j'ai la mécanique du geste qui ne s'oublie pas. Comme le marathonien, si vous lui faites courir 30 km ou 40 km, il a l'habitude, il a fait ça pendant 20 ans, donc il court facile. Tandis que pour l'écriture, je veux dire, le geste de la main et la mécanique de l'esprit, c'est-à-dire la fabrication, c'est un geste d'écriture.